Deux pays, deux systèmes. L'un croit en la réhabilitation, l'autre en la punition. Mais que se passe-t-il quand c'est toi qui es derrière les barreaux, de l'éclairage tamisé et des salles de thérapie aux portes en acier et fouilles à nu? Ces premières heures montrent si le système veut te changer ou te briser. Aujourd'hui dans The Infographics Show, nous comparons les 24 premières heures en prison en Suède et aux États-Unis. Tout commence par un trajet en bus déprimant depuis la prison. Ton dos te fait mal à cause des sièges en plastique dur. L'air lourd sent la sueur ancienne et la peur. Le métal résonne à chaque chaos. Des chaînes aux chevilles, des menottes aux poignets. Tu observes autour de toi des visages mêlant regret, colère et honte. Le bus freine brusquement devant la prison. Les gardiens hurlent des ordres et vous font descendre comme du bétail. L'air froid te frappe. La réalité du lieu s'impose. Le gardien t'ignore presque. Pour lui, tu n'es qu'un numéro. Tu avances lentement. Les chaînes résonnent quand la porte claque derrière toi. Tu réalises que ta vie vient de changer à jamais. La procédure d'enregistrement, la fouille à nu, s'accroupir, tousser, ouvrir la bouche et dire « Ah !» te font te sentir moins qu'humain. Ta peur grandit lors de la procédure d'orientation. Des histoires de détenus intimidés, tabassés ou pire agressés, ce qui statistiquement est une loterie que tu pourrais gagner. Après une longue attente, l'homme en face te demande si tu fais partie d'un gang ou si tu as déjà dénoncé quelqu'un. Le type te fait bien comprendre que la prison est dangereuse, donc tu dois être honnête. Il a l'air fatigué et surmené, lassé des minables qu'on lui met devant lui jour après jour. Puis, une infirmière te demande si tu t'automutiles ou es accro, l'air blasé ou amer. Elle coche 2 cases et te demande de continuer. Derrière toi, quand une file d'attente avance, semblable à du bétail marqué puis vendu aux enchères pour de la viande bon marché. C'est officiel. Tu es maintenant un condamné à vie. Toute cette expérience est tout simplement horrible. Les gens te parlent, comme si tu n'étais pas humain, et ils ne savent même pas ce que tu as fait. Pour eux, tu es une cause perdue, un sous-produit de la société, ils ont tout vu. Les hommes partent, et avant que tu t'en rendes compte, ils reviennent avec une nouvelle accusation, salissant davantage leur existence pathétique. En arrivant à ton immeuble, l'endroit est bondé, en sous-effectif et surpeuplé. Les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus élevé des pays développés, avec 541 prisonniers pour 10 000 habitants. Tu es dans un dortoir, pas dans une cellule. Tu pensais avoir la couchette du haut avec un petit placard et un cadenas pour tes affaires. Mais l'agent te dit que c'est complet. À la place, tu vas devoir dormir par terre avec quelques gars jusqu'à ce qu'un lit se libère. C'est tellement bruyant. Comment est-ce possible de dormir? Et les rats? Un des rares gars qui te parle sourit en soulevant un bocal en plastique. Un rat s'agite à l'intérieur, ses griffes raclant les parois. Il dit que la vermine peut attraper presque tout ce que tu achètes à la cantine. Tu jettes un coup d'œil autour de la cellule. Elle est surpeuplée, étouffante et grouille de vie qui ne devrait pas être là. Et ce n'est que ton premier jour. C'est le chaos. Seule la ségrégation apporte de l'ordre. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les prisons américaines. Mais ici, les noirs restent avec les noirs, les blancs avec les blancs, les latinos et les asiatiques restent aussi principalement entre eux. On ne se sent pas en sécurité. Autant d'hommes entassés et séparés par race. C'est une bombe à retardement prête à exploser. Un détenu te conseille de t'asseoir avec les blancs, au réfectoire pour ta sécurité. Et oui, cela inclut le type avec les éclairs SS tatoués sur le cou. Non, il ne s'agit pas de devenir suprémaciste blanc, mais d'instinct de survie. On dirait que le système favorise la division pour empêcher les hommes de s'unir et d'exiger mieux. Puis vient le dîner. Le gars avec qui tu t'es lié d'amitié se penche vers toi et te dit « La prison consacre 296 $ par jour et détenu pour la nourriture, soit 3 repas pour moins qu'un café. » Et ça se voit. Parfois, c'est de la viande douteuse avec du pain rassis, ou bien un plateau de bouillie jaune-beige ressemblant à du vomi réchauffé. Ça pourrait être pire. Certaines prisons dépensent à peine plus d'$1 par jour pour nourrir les détenus, soit 33 cents par repas. Au moins, quand vous êtes arrivé, vous avez pu déposer de l'argent sur votre compte de détenu pour acheter des articles à la cantine à des prix majorés. Aux États-Unis, la prison est un business. L'extinction des feux est à 21h, mais vous ne dormez pas. Des rats courent partout, vous êtes prêt à dormir, puis un cafard grimpe sur votre visage. Le sol est dur et froid, mais le pire c'est le bruit. Avec 150 gaz ici, et beaucoup qui ronflent, tu ne fermes presque pas l'œil de la nuit. Tu vois déjà à quel point la prison est stressante. Pas étonnant qu'un gars se soit fait poignarder la semaine dernière à cause d'un manque de respect, comme on te l'a dit. Ici, le code de la prison exige que tu restes propre. La moindre chose peut déclencher une bagarre. À 6h du matin, les lumières s'allument. 2 surveillants passent.
Un nouveau pose ses affaires près de toi. Mais il n'est pas vraiment nouveau. Il te dit qu'il vient d'en sortir. Une semaine à l'isolement, quartier disciplinaire, 23 heures de confinement, exercice en cage grillagée, sans lumière naturelle. Il avait une profonde entaille au bras, mais tu ne demandes pas comment il l'a eu. Tu as lu les statistiques sur l'automutilation dans les prisons américaines. Tu comprends pourquoi. Tu te sens fou après une nuit. Comment survivre ici des années ? Le garde a dit qu'il s'était battu, quelqu'un avait répandu une rumeur sur lui. C'était une blague, mais s'il n'avait rien fait, il aurait été vu comme faible et harcelé. Il devait réagir. Moins d'une journée s'est écoulée, et tu es déjà pétrifié. Tu es seul avec des loups, sans protection. Pire, on te dit qu'un détenu a été tabassé par des surveillants il y a quelques mois, sans qu'aucun n'ait été inculpé. C'est plus fréquent que tu crois, dit-il. Le plus gros choc vient quand son pote sort un téléphone bon marché, tout rayé, un de ceux introduits en douce par les surveillants et revendus 5 fois leur prix. Il te montre une vidéo, les conséquences des surveillants en train de tabasser un détenu, bottes, lui marchant dessus, du sang partout. Ils l'ont traîné dehors, par les pieds. Le surveillant responsable n'a pas été renvoyé, il a même été promu, c'était dans les infos. Au petit déjeuner, la nourriture n'est pas bien meilleure. Des œufs en poudre, une tranche de pain rassis et une bouillie qu'on te dit être du porridge. On dirait quelque chose ramassé par terre, mais si tu le laisses, un gars s'en empare volontiers. Il te prévient en souriant. Tu vas avoir faim, comme si tu étais idiot. Ensuite, il faut fabriquer des plaques d'immatriculation pour une entreprise locale sous contrat avec la prison, et c'est non rémunéré. Tu te dis sûrement que c'est de l'esclavage. Un gars te dit qu'en fait, il y a plein d'états qui ne payent pas les détenus. Ensuite, tu as la Louisiane à 4 centimes de l'heure, le Oklahoma à 10, et la Caroline du Nord à 13, donc c'est à peu près de l'esclavage aussi. On dirait que tu as le système de l'Alabama, 0 centime de l'heure, et tu n'apprends même rien. Tu fais juste fracasser des trucs comme un bras robotique avec des sentiments. La partie la plus étrange de la journée arrive après 16 heures. De retour dans le bloc, tu vois plein de types voûtés, yeux révulsés, comme des zombies défoncés aux drogues de synthèse passés en contrebande par les gardiens. Après un autre repas immonde, un ragoût appelé la mort rouge par les détenus. Comme personne ne sait ce qu'il contient, tous restent inactifs. La promenade a prévu demain, mais n'est jamais assurée faute de personnel. Il n'y a pas de salle de sport, pas de jeux de société, et tu as entendu, la bibliothèque n'est pas terrible. Dehors, on croit que les prisonniers américains peuvent s'instruire, mais ici, ce n'est que surpopulation, esclavage et ennui, bagarre, drogue, alcool si possible. Aujourd'hui, au Pruneau, un surveillant pour 150 détenus. Tu lis que 19 à 34% des surveillants de prison américains souffrent de stress post-traumatique et que leur espérance de vie n'est que de 59 ans. C'est fou, mais finalement pas tant quand on lit tous les rapports d'agression contre le personnel. Tu penses qu'ils traitent les hommes comme des animaux, mais c'est le système qui les pousse. Ici, c'est la loi du plus fort. Il n'est pas surprenant qu'environ 66% des détenus reviennent dans les 3 ans après leur libération. Tu te demandes si une prison dans le monde pourrait être différente. Peut-être qu'il y en a une. La Suède est moins paisible qu'autrefois. Il n'y a que 92 personnes pour 10 000 en prison. Mais c'est le double du taux d'il y a seulement 10 ans. La criminalité violente, les fusillades et la drogue ont fortement augmenté à cause de la criminalité organisée. Donc, dès ton premier jour en prison suédoise, tu crains la surpopulation et d'être avec les nouveaux criminels. Tu es dans l'un des 79 établissements du pays, un centre de classe 1, haute sécurité, parce que tu as commis un crime violent. On t'a dit qu'avec une bonne conduite, tu pourrais passer en classe 2, sécurité moyenne, puis en classe 3, presque ouverte. À l'enregistrement, on prend tes vêtements sans fouille à nu. Tu demandes surpris à un agent pourquoi. Il t'a dit que cela n'arrive que s'ils ont des preuves solides, que tu représentes une menace pour la sécurité. Tu vas dans une autre pièce, enfiles ton pantalon gris et ton pull. Il t'appelle par ton prénom. En Suède, il n'y a pas de numéro de prisonnier, jugé déshumanisant par le gouvernement. Lors de l'orientation, on vous dit que vos droits humains sont importants, même si tu crois qu'ils ne sont jamais violés. Tu as accès aux organisations non gouvernementales, et tu peux parler aux médias. Le gars te dit qu'on attend de toi que tu signales toute mauvaise conduite si tu en fais l'expérience. Tu auras 2 visites hebdomadaires, toutes en contact direct. On ne te les enlèvera jamais, mais si quelqu'un te propose de la drogue, il aura des problèmes. Et tes futures visites seront plus étroitement surveillées. Comme ta femme habite à 2 heures d'ici, parfois, tes visites dureront une demi-journée. Tu passes ensuite un examen médical et psychologique. Le médecin est vraiment compréhensif, il te traite comme ton médecin le faisait à l'extérieur. Il te dit que tu recevras tes médicaments, et que tu peux prendre rendez-vous à tout moment si tu veux le revoir.
Tu auras une thérapie cognitivo-comportementale 2 fois par semaine, ainsi qu'une thérapie de groupe pour la gestion de la colère. Ton bien-être, dit-il, est la principale préoccupation de la prison. Il dit que tu n'es pas considéré comme un risque, donc tu iras en population générale, pas en dos de sécurité, où les activités sont plus restreintes. Mais si tu deviens un risque, c'est là que tu pourrais finir. Ensuite, tu rencontres un assistant social. Il a déjà examiné ta condamnation et te guidera si tu veux contester. Il est là pour toi pendant toute ta peine, et il essaiera de te faire transférer le plus tôt possible dans une prison de classe 2. Il dit qu'avec un peu de chance, tu seras bientôt de retour auprès de ta femme. Il passe en revue toutes tes options de réinsertion. Vous êtes d'accord pour que tu prépares ton diplôme de fin d'études secondaires. Tu es déjà inscrit au cours. Certains cours seront en ligne dans le bloc éducatif, avec parfois des séances de tutorat individuel. Enfin, il dit que la prison n'est pas censée être une punition. Elle est censée agir comme un moyen de dissuasion par la souffrance. Perdre sa liberté suffit, ils ne veulent pas ôter votre dignité. Cette expérience vise à vous préparer à devenir un membre responsable de la société pour éviter la récidive. Un assistant criminel vous guide à travers plusieurs couloirs. Il est optimiste et amical, et cet endroit est tellement propre qu'on dirait un hôtel économique ou une école. À midi, le bloc est calme car la plupart des détenus travaillent ou étudient. Le hall principal comprend du tennis de table, un billard, une bibliothèque vitrée et une salle de sport équipée. L'agent vous dit que chaque jour, pendant 1 heure, vous pouvez aller dans la cour à l'extérieur. Si vous aimez le sport, rejoignez l'équipe de basket ou jouez au foot sur le terrain synthétique. La cellule ressemble à une chambre d'étudiant de 8 mètres carrés, donc plutôt spacieuse, environ 2 fois plus grande que celle vue à la télévision américaine. Les murs sont peints en rose. Il y a des étagères en bois, un cadre de lit en bois avec un matelas confortable et une couette. À côté de votre bureau, il y a une télévision et quelques étagères où vous pouvez mettre des photos de famille. La salle de bain est simple, avec des toilettes en porcelaine et un lavabo. Les douches sont communes, mais préservent l'intimité, dit l'officier. Voici votre chambre. Personne n'entrera si vous ne les invitez pas. Les officiers ne fouilleraient à votre chambre que s'ils ont une bonne raison de croire que vous représentez une menace pour la sécurité. Cela ne veut pas dire qu'ils vont tout retourner et prendre vos affaires. Ils essaieront de laisser la chambre comme ils l'ont trouvée. Ils ne sont pas vos ennemis. Ils vous aident à changer. Vous posez vos affaires, vous vous asseyez et regardez par la fenêtre. Et c'est une chose que vous avez remarquée ici. On ne se sent pas à l'étroit. Il y a des vues presque partout. C'est frais, ouvert, et tout est vraiment, vraiment propre. Après le travail, la plupart vont dans leur chambre. Un gars frappe à votre porte et se présente. C'est un ancien, et il va essayer de vous aider à traverser votre peine. C'est comme ça que ça se passe ici. Ceux qui ont des peines plus longues aident les nouveaux arrivants. « Ne t'inquiète pas !» dit-il. « Les bagarres sont rares, les meurtres inexistants, et peu de détenus s'automutilent. Si cela arrive, ils t'aideront, mais c'est très rare. » Puis il applaudit et demande si tu sais cuisiner. Ton bloc se compose de sections autonomes, chacune regroupant 8 à 12 gars partageant cuisine et salle commune. Chaque détenu reçoit environ 9 $ par jour pour 3 repas. Vous vous réunissez pour organiser vos menus et passer des commandes de viande fraîche, de légumes, de fruits et de tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous vous aidez pour cuisiner et faire le ménage, chacun préparant ce qu'il fait le mieux à tour de rôle. Vous supposez que le premier choc, c'est que vous savez tous manier les couteaux, vous dit le gars. Dans d'autres parties de la prison, c'est un système de réfectoire. Mais ici, dans les unités autonomes, on vous accorde de la confiance, même si c'est une prison de catégorie 1. Ce soir, vous faites des boulettes de viande, purée, soupe de pois jaunes et crêpes. Le menu de demain, tacos au bœuf, crumble à la rhubarbe maison et Mississippi mud pie en dessert. Les gardes arrivent et semblent vraiment satisfaits. Quand tu affirmes savoir préparer un curry indien, même si le curry thaïlandais reste à perfectionner. Ça vient de te faire de nouveaux amis. Après avoir fini de manger, tu as du temps libre. Tu peux te détendre dans la salle commune et choisir un film ou aller à la salle de sport. Certains gars s'assoient simplement pour discuter, mais beaucoup vont dans leur chambre pour avoir un peu d'intimité. Tu n'as pas encore de livre, et la bibliothèque n'ouvre que demain. Alors tu empruntes un roman à l'un des gars, et tu le lis dans ta chambre. Extinction des feux à 22h, mais tu peux encore regarder la télé. Ce n'est pas une prison ouverte. Les portes sont donc verrouillées la nuit. Mais de nombreux agents sont disponibles si besoin. Pour être honnête, tu as à peine dormi la semaine dernière à cause de la prison. Mais cette nuit-là, tu dors bien. Les lumières s'allument à 7h, avec un bourdonnement. Tu te diriges vers les douches, comme celle d'une piscine municipale. Tu tires les rideaux, et tu profites de la chaleur de l'eau. Le petit déjeuner est prêt, seul le dîner est à préparer.
mais vous mangez ensemble dans la salle commune. 2 œufs, pain grillé, muesli, bananes tranchées, yaourt et café brûlant. La nourriture, elle est plutôt bonne. Dans certains pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, la nourriture en prison est surtout de la malbouffe industrielle. Cela provoque de graves problèmes de santé. Diabète, hypertension, dépression. Si on te donnait de la bouillie, tu te sentirais et agirais sûrement comme un animal. Dans cette étude, tu as lu que 629 détenus américains sur 10 000 avaient des troubles mentaux ou physiques. C'est à comparer à seulement 73 pour 10 000 en Suède. Il est maintenant temps de travailler. Détail. On t'a dit qu'il existe plusieurs options, chacune à considérer comme une formation pour te préparer au travail, à l'extérieur. Il y a la métallurgie, la menuiserie, l'imprimerie et la reliure, dans ta prison. La majorité du travail concerne le système pénitentiaire, comme la fabrication de meubles de cellules ou d'équipements sportifs. Si c'est destiné à une entreprise extérieure, cela suppose une compétence. Le travail vise à t'apprendre quelque chose d'utile dehors. La rémunération est de 150 $ de l'heure, ce qui n'est pas mal, sachant que la moyenne en Suède pour les détenus se situe entre 120 et 180 $. C'est suffisant pour acheter quelques snacks à la cantine et peut-être se procurer un lecteur MP3, 3 ou quelques livres et magazines. Le travail est facile avec de nombreuses pauses. Au déjeuner, sandwich jambon, fromage et tomates sur pain français. Ce soir-là, tu es choisi pour l'équipe de football. Une ligue oppose différentes unités qui, chaque mois, affrontent officiers et personnels. Pour ta santé mentale, ça t'aidera beaucoup. Bien sûr, ta femme te manque, ta liberté te manque. Mais maintenant, tu es concentré sur le fait de devenir une meilleure personne. Demain, tu étudieras. Tu commenceras ta première thérapie de groupe pour la gestion de ta colère, un problème que tu veux éliminer. La vérité, c'est que la moitié des gars ici viennent probablement de milieux défavorisés et ont subi un certain traumatisme dans leur enfance. C'est assez simple. Ils doivent en sortir. Sans traitement, ils risquent de récidiver. En somme, tu es très occupé. Tu as rarement le temps de traîner. Et quand tu peux enfin te reposer, tu trouves que c'est mérité. Un prisonnier t'a dit qu'il avait déjà été en quartier de haute sécurité, où il y avait aussi beaucoup de liberté de mouvement. En Suède, il n'existe pas de pratique consistant à enfermer des hommes pendant des semaines, des mois ou des années d'affilée. Priver les prisonniers de lumière naturelle n'est pas une pratique courante. N'est-ce pas une forme de torture? Pourquoi un pays torturerait-il ses propres citoyens? Pourtant, le prisonnier a dit qu'il y a parfois des bagarres. Et de temps en temps, un peu de consommation de drogue, généralement quand les jeunes membres de gangs croisent les motards. Avec plus de 300 incidents de violence signalés en un an dans toutes les prisons suédoises, il s'en passe sûrement davantage en une seule journée dans une prison américaine. D'après ce que tu as entendu, purger une peine aux États-Unis, surtout en haute sécurité ou même en régime moyen, doit être l'enfer. Être constamment stressé est épuisant mentalement. Et l'isolement cellulaire n'aide pas les problèmes psychologiques. En Suède, tout est axé sur la réinsertion, pas sur l'incapacitation. Et lorsque tu as purgé la moitié de ta peine, on t'accorde des jours de sortie pour que tu puisses progressivement te réinsérer dans la société. C'est le cas pour tout le monde. Même si pour les détenus particulièrement dangereux, il y a plus de surveillance. En Suède, personne n'est jamais abandonné sans emploi ni espoir. Cela n'arrive jamais. Ce serait une recette pour la récidive. Les partisans du système américain disent qu'adopter le modèle suédois encouragerait la criminalité. Si la prison n'est pas terrifiante, les gens ne la craindront pas. Selon cette logique, le système doit être dur et déshumanisant pour dissuader, et les détenus doivent souffrir. Ainsi, les victimes de crimes, même graves, obtiennent justice. Pourtant, ce système ne fonctionne pas. Les États-Unis sont la nation la plus criminelle et la plus violente du monde développé. Les hommes sortent de prison pire qu'ils n'y sont entrés, et très souvent, ils blessent à nouveau des gens et y retournent, laissant des traumatismes derrière eux, et coûtant de l'argent aux contribuables. Peut-être devraient-ils mettre à jour leur système, penses-tu, allongé sur ton lit?